À tous et à toutes. Donc, la présentation a été faite, donc je vais rentrer dans le vif du sujet. Après la conférence, je rentrerai un peu plus dans le détail de la pratique que je vais vous proposer dimanche, de manière à ce que vous puissiez voir votre intérêt. Bien évidemment, vous l'avez compris, les choses ont été pensées ensemble. Ce soir, c'est une présentation d'un sujet qui est vaste. Sincèrement, très vaste. Et en fait, en le préparant, je me suis dit beaucoup trop vaste. Mais bon, on va essayer de le cerner. Et surtout, on va avoir envie, j'espère, de le pratiquer, le sujet. C'est-à-dire de le vivre à l'intérieur de soi. En fait, c'est ça qui me porte dans cette démarche. J'ai commencé d'abord à faire de la philosophie. J'ai connu cette école de Nouvelle Acropole il y a maintenant plus de 40 ans. Et j'ai passé 20 ans d'études de la philosophie. Mais mon corps, moi, je ne le connaissais pratiquement pas. Il me suivait où je voulais aller, mais c'était à peu près tout le rapport que j'avais au corps. Quand, en fait, la maladie, bon, voilà, ça a été un déclencheur, m'a amené à chercher le sens un peu mieux des choses. Et j'ai découvert les arts martiaux internes, c'est comme ça qu'on les appelle. C'est la famille mère des arts martiaux, donc Qigong notamment, qui sont en fait des arts dits internes, parce que ce ne sont pas des arts de combat, mais ce sont des arts qui permettent d'affiner, de travailler, de découvrir, de progresser dans la relation à soi à travers l'énergie. L'énergie, c'est un mot fourre-tout et ce soir, on va vraiment essayer de lui donner ses lettres de noblesse pour ne pas rester flou. Mais c'est vraiment le travail du courant de vie qui est à l'intérieur de nous. Et donc, je suis tombée follement amoureuse de ces pratiques, surtout qu'elles permettaient un véritable complément de l'étude conceptuelle philosophique. Et donc, c'est un peu la voie de l'enseignement que j'ai choisie, qui est d'enseigner l'art interne, mais pas coupé de sa philosophie. Donc, c'est un peu la démarche ce soir que l'on va faire, c'est-à-dire vous allez pratiquer un tout petit peu, mais dimanche encore plus, de faire ce lien entre un concept et comment je pourrais le vivre à l'intérieur de mon corps, à l'intérieur de moi. Donc, comment je peux le descendre dans quelque chose de concret. Parce qu'au final, la philosophie, c'est ça, c'est quelque chose de concret. Ici, vous êtes dans le temple de la philosophie. On passe notre vie à enseigner la philosophie pratique. Il n'y a pas des concepts pour des concepts, bien que c'est magnifique, ça nous éclaircit le mental, ça nous fait briller les yeux, mais en fait, après, on retourne à sa vaisselle ou à son conflit parental et puis il n'y a rien qui a changé. Donc ça, c'est nul, c'est idiot, c'est stupide, parce que ça n'a pas été pensé autrement que pour que l'un puisse aider l'autre et l'autre puisse être le terrain de l'un. Donc les concepts philosophiques que l'on va approcher ce soir ont un reflet pratique dans notre quotidien et vice-versa, notre quotidien est un terrain de questionnement sur le sens de ce que nous faisons, donc on remonte au concept. Donc ici vous êtes dans une école qui n'arrête pas de monter et de descendre, voilà, l'école des ascenseurs. Entre l'idée, le concept et la pratique, c'est-à-dire la mise en pratique du concept. Et je le redis, vice-versa, parce que le quotidien est source d'interrogation, source de conflits, et il nous faut trouver une élévation de la conscience pour répondre à la dureté parfois du quotidien, à la difficulté et parfois au fait qu'on ne comprend rien à ce qui nous arrive. Donc le goût que j'ai et que j'essaierai de vous transmettre, c'est justement celui-ci. Voilà, faire un lien entre le haut et le bas, entre le ciel et la terre, diraient les Chinois. Ça y est, on est rentré dans le taoïsme.
Alors, d'où me vient cette idée de faire cette conférence? Sincèrement, ça me vient de la passion de voir des gens se transformer et moi-même me transformer. Que ce soit en art interne, que ce soit en philosophie, dès qu'on se met à la pratique, on change. Voilà, les gens vous disent « Ah, j'ai changé ». Voilà. Moi, je dis « Il se transforme ». C'est-à-dire, on passe à travers des formes. Voilà. Et des formes pensées, on ne pense plus pareil. Des formes émotionnelles, on ne ressent plus les choses de la même manière. Voire des formes physiques, sincèrement. Voilà. Moi, j'ai vraiment changé mon corps. Et c'est normal. Les transformations se font à travers tous les plans. Et c'est juste une merveille. Voilà. Parce que, pourquoi c'est une merveille? Parce qu'on le veut. Parce qu'on est capable de mettre en mouvement une volonté, une quête. Parce que parfois on se transforme à notre insu. Et il y a des choses dans la vie qui viennent nous cogner et qu'on n'a pas demandé. C'est plutôt ça la définition de la vie d'ailleurs. Et on ne sait pas les prendre. Et donc on ne sait pas faire en sorte qu'elles nous transforment. C'est-à-dire qu'elles nous permettent de passer à travers des formes. Et il y a des formes qui sont révolues. Tant mieux. Parce que sinon, on s'enquiste, on se cristallise dans des formes anciennes, ça ne va pas. Personne, je pense, ne voudrait revenir à l'adolescence qu'on avait. On était tout fou, tout bête, tout stupide. On rougissait dès que quelqu'un nous adressait la parole, je ne sais pas quelle bêtise. Et à la fois, on y vivait des choses très bien. Bon, c'est fini. Pour le meilleur et pour le pire, l'adolescence est réellement finie. Ça nous encourage à vieillir. Comme je vois que l'âge moyen de cette salle est quand même à la maturité, ça nous encourage sincèrement à vieillir parce que ça nous permet de passer à travers des formes adaptées à l'âge de la vie que l'on est en train auquel on est en train de s'essayer, je dirais. Voilà. Alors, il est intéressant d'accepter dans le travail des formes, c'est qu'elles vont passer. Voilà, ça c'est un postulat. Si on travaille sur les formes pour qu'elles restent, on est mort d'avance. C'est pas possible. La philosophie de la transformation, elle est permanente et constante. Alors, justement, c'est là qu'est tout le sujet entre ce que je dois garder et ce qui doit se transformer, sur quoi je dois me concentrer et qu'est-ce que je dois laisser passer. C'est le sujet donc choisi. Oui, je dis que j'avais été ambitieuse, je pense que... Bon, on va voir ce que ça donne. Mais plus que la transformation, ce qui est fabuleux, c'est d'imaginer qu'il y a un chemin. Il y a un chemin, il y a un sentier. On va donc quelque part et on vient de quelque part. Le sujet est posé. Alors, il y a un chemin, il y a des transformations. Et dans le titre de la conférence, j'ai mis « Corps et conscience ». Parce que l'objectif de ce soir, on aurait pu le tirer vers plein d'autres choses, mais l'objectif de ce soir, c'est de le tirer vers le rapport à son corps. Et faire en sorte que son corps, que là, qu'on veuille ou pas, il est là, quoi. On le trimballe. Il est malade, il est en bonne santé, mais il est vraiment là. Et s'il est là, c'est que c'est un outil pour justement nous aider à assimiler ces transformations. Lui, il a ses lois et il se transforme. Il est malade, il est en forme. Bon,
le destin a été vraiment sympathique avec moi parce qu'il m'a rendue malade juste avant de donner la conférence. Donc, j'ai bien pu méditer sur les transformations du corps et me dire, est-ce que j'aurai assez de voix pour parler ce soir? Bon, visiblement, c'était juste pour me mettre un peu plus à l'épreuve. Et c'est formidable d'avoir du temps pour s'observer dans justement ce chemin-là d'incertitude. Voilà, donc on est sur un chemin des transformations, sur un sentier d'incertitude, sur un fait qu'on a un corps qui n'est pas toujours dans notre contrôle et ni dans notre maîtrise. Et c'est ça la conclusion de la conférence, comment on rentre en relation intelligente avec son corps pour apprendre à contrôler mieux les énergies qui l'habitent. Alors, avant de commencer, je voulais vous proposer une petite pratique qui est déjà une écoute musicale pour lâcher un peu. Tout le monde vient de sa journée, on a couru, je ne sais pas, on a fait plein de trucs. Et cette écoute musicale, elle va être très en lien avec le sujet que j'ai choisi. Et notamment, elle va nous mettre en lien avec le rapport au vide. Et parce qu'on ne peut pas réfléchir dans le plein. Donc on va essayer de faire le vide. Alors je vous invite à poser les sacs, les papiers, les machins, voilà. Vous mettre dans une posture où vous êtes à l'aise. Et écoutez cette musique qui s'appelle Hivernal de Reynaldo Hahn et qui décrit le calme et la froideur du jardin de Versailles. Mais je voudrais l'associer à un passage du Tao Te Ching qui dit « 30 rayons convergent au moyeu, mais c'est le vide médian qui fait marcher le char. On façonne l'argile pour en faire des vases, mais c'est du vide interne que dépend leur usage. Une maison est percée de portes et de fenêtres, c'est encore le vide qui permet l'habitat. L'être donne des possibilités, mais c'est par le non-être qu'on les utilise. » Ce petit poème commence. Et dans une pratique, il n'y a rien à réussir. Il y a d'abord à s'observer. La musique m'a paru trop longue, elle était ennuyeuse, elle m'a déplu, elle était mal jouée, ou bien elle m'a envahie, je me suis endormie. J'ai fait le petit rapport avec le texte que j'ai entendu avant, où je me demande pourquoi on m'a lu un texte avant, il n'y avait aucun rapport. L'exercice appartient à chacun. Mais par contre, l'observation est pour tous. La manière de se connaître passe par le fait de s'observer. Le problème de l'observation de soi peut être l'enfermement en soi. Et dans l'art des transformations, se prendre pour l'unique référence. Et dans ce cas-là, on fait fausse route. On a quitté le chemin des transformations. Il semble absolument indispensable, si on veut avoir une vision de ce chemin, de d'abord le remettre dans un tout. De façon à ce que l'on puisse partager une même image, une même vision du monde, avant de pouvoir s'exprimer sur ce chemin.
Et bien souvent, on communique les uns les autres sans partager la vision du monde que l'on a les uns les autres. Et du coup, on ne se comprend pas. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de partager une vision de l'univers dans lequel chacun, nous avons une place et donc un chemin. Plus que ça même, puisque dans la vision de l'univers taoïste, le chemin est tout décrit. Il n'y a presque plus qu'à l'emprunter. Alors repartons du plus grand que l'on connaisse, l'univers, pour finir par le plus petit que l'on connaisse, soi-même. L'univers, dans beaucoup de traditions, mais j'ai évidemment choisi celle de la Chine, l'univers est un tout gigantesque, vivant, qui est animé par des lois dites universelles. Ces lois sont essentiellement les lois de correspondance, interdépendance et interconnexion. Qu'est-ce que ça veut dire ? Correspondance, ça veut dire que les choses correspondent les unes avec les autres. C'est-à-dire qu'il y a le ciel et il y a la terre. Ça, c'est déjà la première image qu'on peut avoir d'une vision de l'univers. Le ciel et la terre forment un tout et l'un est le reflet de l'autre. Dans beaucoup de traditions, même dans la judéo-chrétienne, on parlera qu'il y a la Jérusalem céleste au-dessus de la Jérusalem terrestre. Le Nil qui coule en Égypte ancienne était le tracé de la Voie lactée dans le ciel. Il y a toujours une géographie sacrée sur Terre qui reprend des constellations du ciel. Donc, les peuples de la Terre, quels qu'ils soient, ça fait partie des lois universelles qui sont intéressantes, les peuples de la Terre ont toujours considéré que, justement, ici-bas, c'était le reflet de quelque chose d'en haut. Alors les Chinois l'ont vu vraiment de manière très claire. Ils ont dessiné un cercle pour le ciel, parce que c'est vide et c'est tout en mouvement. C'est là qu'il y a la créativité des choses qui vient, l'inspiration vient du ciel. Regardez, quand on réfléchit, on lève les yeux, on regarde là-haut. Donc, comme s'il y avait une aspiration vers les hauteurs pour la créativité. Donc, il y a le mouvement, il y a le vide, il y a la création, il y a tout ce qui est la relation au repère. Et puis, il y a la terre, qu'il dessinait dans un carré, dans quelque chose de fixe, dans lequel on va intégrer, incarner, fixer les choses qui sont dans le ciel. La plus belle morale confucéenne, c'est que l'homme moral puisse imiter le ciel en tout. Le ciel donne toujours la voie vertueuse et la voie d'exemple. Simplement, il faut pouvoir lire dans le ciel. Donc cette idée d'un tout qui est en correspondance, le cercle avec le carré, le ciel avec la terre, l'inspiration avec l'incarnation, est aussi en interdépendance. Une chose va avec l'autre, donc en interconnexion. Interdépendance, c'est très fort. Ce n'est pas qu'ils sont dépendants, c'est qu'ils sont autonomes, mais interdépendants. C'est-à-dire que chacun a son autonomie, mais ensemble, ils se conjuguent et ils fonctionnent ensemble. Ce qui fait qu'effectivement, s'il y a un orage dans le ciel, ça ne va pas tarder qu'il va pleuvoir sur la terre. Exemple basique de l'interdépendance des lois du ciel et de sa conséquence sur la terre. Donc en métaphysique taoïste, on va considérer ça comme une permanence. Et
est déjà une orientation. D'accord? C'est-à-dire que l'homme imitera le ciel pour s'intégrer, s'intégrer et comment dire, s'imprégner de la voie de la vertu. À partir de là, il nous faut considérer un tout petit peu de métaphysique, pas trop méchant, mais quand même assez pour nous donner une image. Partout et tout le temps, le regard de la métaphysique taoïste, c'est un regard à travers justement l'énergie. C'est-à-dire, tout est en vibration, tout est en mouvement, et c'est et en fait, il n'y a pas d'autre matière que de l'énergie en plus ou moins grande et forte vibration. Donc, la matière dense, opaque, lourde est une énergie en vibration lente. Et plus on monte, plus l'énergie va se mettre dans une vibration rapide et légère et va donc donner la subtilité des formes. C'est comme ça qu'on explique qu'on passe de la matière à l'esprit. Mais le tout fait partie d'un même tissu, d'accord, d'un même tout et d'une même substance qui va être juste plus ou moins accélérée par les événements on va voir quoi. Alors, dans cette conception, ce qui nous intéresse, c'est la transformation. Je n'ai pas perdu mon sujet. C'est comment on passe d'une matière dense, que les Chinois vont appeler Jing. Alors le Jing, c'est l'ossature du corps, le minéral, les moelles dans le corps, les tissus, les muscles, enfin tout ce qui a le plus d'opacité, de présence, va à un moment donné pouvoir se transformer dans la chose la plus subtile qui soit, qu'ils appellent l'esprit, le Shen. Quand nous pratiquons avec Kulin Zhang, il nous dit si vous pratiquez bien, vous verrez au-dessus des paupières de chacun un petit nuage violet. Ce nuage, c'est le Shen qui sort. Je vous fais ça en confidence. Certains d'entre nous pourrions penser ouais, d'accord, ça va chercher très loin cette affaire-là. Où est-ce qu'on va nous amener? Cette sensation du violet, qui est la vibration, la couleur qui vibre le plus haut, est perceptible en pratique. Vraiment. Et vous le pratiquerez très certainement, peut-être pas dimanche à la première pratique, mais à la répétition. Il y a à un moment donné quelque chose de très léger qui sort de notre corps. Ça, c'est particulier à la pratique du Qigong et du Tai Chi. C'est une énergie affinée qui est passée du lourd, de l'opaque, du dense, à quelque chose de transparent, lumineux et léger. Comment on est passé du Jing au Shen, c'est-à-dire de la chose la plus opaque à la chose la plus transparente, par le fameux Qi. Le Qi, couramment plus employé, Qi Gong, le travail de l'énergie, etc. Le Qi est cette étape intermédiaire qui permet justement de transformer les choses. On a des réponses sur le chemin de la transformation. Pour pouvoir transformer les choses, il faut pouvoir entrer dans les mystères du Qi, qui sont insondables. Tout a du Qi, tout est Qi, mais plus ou moins affiné. Et de là où on vient, en pratiquant le Qi, on monte jusqu'au Shen. Donc ici, nous avons déjà une progression du plus lourd au plus léger,
et donc au plus subtil, parce que c'est ce que l'on recherche dans la transformation. Tout ceci ne flotte pas par hasard, mais est contenu dans quelque chose d'extrêmement mystérieux que les anciens taoïstes ont appelé Wuji. Wuji, c'est un concept très particulier qui en fait veut dire rien et Ji veut dire ultime, suprême. On le retrouve dans le Tai Chi. Wuji, c'est le vide suprême, le vide ultime. Il n'y a rien. C'est le vide. Alors, justement, même les scientifiques sont arrivés à la même conclusion que les métaphysiciens taoïstes, donc ouf, on y arrive, c'est que le vide n'est jamais vide. Le vide est un plein de potentiel qui n'est pas encore actualisé. Donc, il y a tout, mais on ne le voit pas. Mon petit texte. Quand on pense à une maison, on pense à bâtir une maison. Donc, on pense aux cloisons, aux fenêtres, aux portes. On ne pense jamais au vide. Or, c'est le vide qui va faire cette pièce. Cette pièce n'est pas faite par les cloisons seulement. Elle est faite par cette association des cloisons, c'est-à-dire des limites du plein, avec le vide. Et c'est parce qu'il y a du vide que vous pouvez rentrer. Et c'est parce qu'il y a du vide que l'on peut se comprendre. Parce qu'entre ce que je dis et ce que vous entendez, et il y a une transformation qui se fait par cet intermédiaire du vide. Donc le vide est essentiel. L'énergie est essentielle. Difficile à comprendre pour un pays occidentalisé qui, évidemment, ne raisonne que par le plein et que par la quantité. Donc là, on est en train de faire du vide au lieu de vouloir remplir. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il faut se défaire des connaissances que l'on a pour pouvoir en acquérir une autre. Parce que si on est tout le temps en train de réfléchir à ce qu'on sait, on ne peut pas accueillir la nouveauté. Donc il faut faire le vide. Et ce Wuji, il est incroyable parce qu'il est défini comme étant une circonférence à l'infini. En fait, il n'y a pas de circonférence. C'est-à-dire, il est à l'infini. La représentation exacte, enfin le mot exact qui est donné, c'est que c'est une sphère infinie dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Donc je l'ai mal dessiné, parce que pour le faire comprendre, je dessine un cercle rouge. Mais le centre est partout et la circonférence nulle part. Déjà, nous, pour nous représenter un infini où le centre peut être partout et la circonférence nulle part, c'est compliqué. Mais ça a hanté tous ceux qui ont réfléchi. Le premier qu'on connaisse qui a dit ça, c'est Empédocle. Oui, c'est 5e siècle avant Jésus-Christ et en Grèce. Ensuite, il y a Parménide qui est de la même famille. Après, vous avez Blaise Pascal, qui l'a dit aussi, c'est-à-dire qui a commencé à réfléchir là-dessus, mais ce n'était pas de lui. Et vous avez Nicolas Cues de la Renaissance qui l'avait dit aussi. Donc on est en train d'être hanté par quelque chose qui est de la forme de l'infini, dans lequel on s'inscrit. C'est ça qui est intéressant. On s'inscrit. Dans la philosophie indienne, on parlera d'akasha, c'est-à-dire une substance qui retient toutes les mémoires des interconnexions, donc à travers laquelle on peut s'interconnecter et qui permet donc aux choses de s'incarner, de se vivre
et surtout aux mémoires de se rappeler. Ça veut dire que quand on fera un exercice sur le vide, on se connecte à l'intérieur de son petit corps au vide universel. L'infiniment petit étant identique dans les lois et son fonctionnement à l'infiniment grand. Alors ça nous intéresse pour ça, parce que quand on va pratiquer en nous, on va pouvoir retrouver à l'intérieur de soi cette conception infime de ce qu'est le Wuji dans son univers. Je me rappelle, il y a quelques années, on a fait venir ici une danseuse hawaïenne, une vieille dame, vraiment magnifiquement empreinte de son art. Et on apprenait donc les danses pas de Tahiti, vraiment les danses sacrées hawaïennes qui ne peuvent se faire qu'avec un instrument en live et pas de la musique enregistrée, parce que c'est désacraliser la danse. Donc il y avait toujours une musicienne et une danseuse pour nous apprendre à danser. On dansait, on apprenait les mouvements, et un jour, elle nous a réunis autour d'elle. Et elle a dit, maintenant, nous allons apprendre ce qu'il y a entre chaque mouvement, l'intermédiaire qui relie chaque mouvement. Et là, on s'est rendu compte que dans une mentalité comme la nôtre, et c'est pareil en tai chi, quand j'enseigne, je sais que c'est exactement pareil, on apprend un mouvement, puis un autre mouvement, puis un autre mouvement, et on les enchaîne, parce que ce qui est important, c'est le mouvement. Eh bien non. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a entre les mouvements. Je vous fais un petit exercice très très simple. Voilà. Imaginez que vous faites ça. Allez-y. Vous montez, vous descendez votre bras. Ça s'appelle une mécanique. On monte et on descend. Là, il ne se passe rien en fait. On monte et on descend, on monte et on descend. À un moment donné, si on veut commencer à travailler les mouvements entre le monter et le descendre, ça veut dire que je monte et qu'il y a quelque chose qui fait que je redescends. Je suis en bas et il y a une inversion, c'est pas banal. Il y a une inversion. C'est dans les inversions que se passent les mystères du mouvement. Et je monte. Alors maintenant, on va faire le même mouvement, mais quand on est en haut, on va penser qu'on descend. Et quand on est en bas, qu'est-ce qui fait que l'on remonte? Et à nouveau, on s'inscrit dans juste ce petit moment qui fait qu'on redescend. Et cet instant qui fait que mon bras remonte. Ça me rappelle l'histoire de Fabienne Verdier, cette calligraphe chinoise, qui est partie, après avoir fait les beaux-arts à Toulouse, décider d'aller en Chine et absolument vouloir se faire initier à la calligraphie chinoise. Mais elle ne trouvait personne. Aucun maître ne voulait se risquer à l'enseigner après la Révolution chinoise. Et puis elle a fini par en trouver un qui rouspétait parce qu'il n'avait plus le droit d'enseigner et risquait sa vie d'enseigner, et qui lui a dit, bon, dessine un roseau. Dessine un roseau et reviens me voir. Elle a dessiné un roseau, elle est revenue, c'est pas bon, repart. Ça a duré 2 ans. Pendant 2 ans, elle explique comment, avec son pinceau, elle cherchait le dessin du roseau. Et à un moment donné, le maître était ému. Il a dit, ok, je t'enseigne. Tu es devenu le roseau. Parce que la manière avec laquelle tu fais ta calligraphie prouve que tout ton corps épouse la forme du roseau. Et donc, tu n'es pas en train de dessiner un roseau, tu es en train de vivre le roseau à travers toi. Alors maintenant, on peut commencer le vrai travail. 2 ans de patience
hein, parce que vous avez vu, vous avez fait ça 3 fois, puis vous avez dit, bon, ben, c'est bon, on passe à autre chose. Ok. 2 ans de patience et 1 journée de pratique dimanche pour pouvoir tout le matin se préparer au Qigong et toute l'après-midi apprendre à calligraphier avec son corps. Parce que ce n'est pas le poignet qui travaille, c'est toute la racine du corps qui doit être appelée pour qu'on puisse pratiquer à travers son bras la calligraphie qu'on a choisi de faire. Là, on commence à comprendre mieux ce qu'est Wuji. C'est ce vide qui nous remplit, en fait. Parce que curieusement, dès qu'on ralentit le mouvement, il prend du sens. Il est différent. C'est pareil pour la respiration. On inspire et on expire. Et on pense que ce qui est important, c'est inspirer, expirer. Mais qu'y a-t-il? Et qu'est-ce qui se passe entre un inspire et un expire? Il y a une petite mort. Il y a une apnée. Entre inspire et expire, il n'y a rien. On ne respire plus, en fait. Et là, on commence à respirer vraiment. Parce que quand on respire mal, qu'on est stressé, nerveux, on respire vite et on fait comme ça avec la respiration. Inspire, respire, expire. Et on s'épuise. Et quand on commence à se calmer, que la respiration se prolonge, alors là, on peut mieux se rendre compte qu'effectivement, il y a un moment où on meurt. Alors que la respiration, c'est la vie. Il y a un moment où on n'est ni vivant, ni mort, où on est en Wuji. On est en attente de l'expire ou de l'inspire. Eh bien, ce sont ces mystères-là qui font la transformation. Dans la pratique, c'est évident. Dans nos journées, dans nos vies, ça l'est beaucoup moins, j'en conviens. Mais pour autant, on peut quand même déchiffrer beaucoup de choses. Alors, il nous manquerait quelque chose pour aller plus loin. C'est la notion, évidemment, de Tao. Tao, c'est très difficile de le situer quelque part, mais c'est dans le Wuji, à l'intérieur de cette matrice universelle, que Tao est le centre de chaque chose. Alors regardez, si on vit dans Wuji, qui n'a pas de centre, puisqu'il n'a pas de circonférence. S'il n'y a pas de circonférence, il n'y a pas de centre. Donc, où serait le centre? Partout où on peut faire l'équilibre à l'intérieur de soi et où on peut intégrer Tao, qui est l'équilibre des forces opposées, alors on devient le centre dans Wuji. Et du coup, il y a beaucoup de centres. Il y a beaucoup de centres en mouvement. Et ça me rappelle la conception des Grecs quand ils créaient l'omphalos grec. Ils disaient, là où il y a un espace sacré, on crée un temple, on crée un œuf, on crée une présence sacrée. Et ça devient le centre du monde. Pas de la Grèce, le centre du monde. Parce que là où on est capable de capter les énergies du ciel et d'en faire un espace sacré, on devient le centre de l'univers. Et ils l'ont tous compris, ça, les architectes du sacré. Qu'ils nous fassent Notre-Dame ici, ou la pyramide de Gizeh là-bas, ou l'omphalos ailleurs, ils ont tous compris qu'à un endroit, si on était capable de concentrer l'énergie pour se centrer bien à l'intérieur, alors on recrée Tao et on recrée un centre au milieu de cet univers infini. Et c'est ça la pratique. Parce que quand on est centré vraiment, quand on est vraiment dans son centre, il se passe des choses, vraiment, de la transformation de tous les liquides, de toutes les psychés, de tout le mental. Tout se transforme quand on pratique. Non seulement on a mieux
plus de santé, mais les humeurs se calment et le mental s'éclaircit, on capte des tas de trucs, on comprend des choses qu'on n'avait pas comprises. Et alors que quoi, vous faites quoi? Le roseau, la respiration, mais simplement vous êtes à un puits de concentration. Et dans ce puits de concentration, vous devenez le centre pour un temps de quelque chose de beaucoup plus immense. C'est ça la merveille de Tao. C'est de pouvoir reproduire des centres en chaque chose. Et, si possible, en soi-même. Est-ce que ça dure? Non. Et tant mieux, comme ça on le reproduit. Est-ce que c'est fait pour durer? Non plus. Non plus. C'est pas fait pour durer. Parce que rien ne dure. Parce que tout se transforme tout le temps. Tao est traduit parfois par la voie, c'est-à-dire le chemin, justement. Alors là, on a vraiment de la chance, parce que du coup, il n'y a plus qu'à étudier la description de ce qu'est Tao, la voie, pour comprendre où on va, puisqu'on veut un chemin de transformation. Alors pour comprendre la voie, Tao, il faut imaginer un continuum de temps. On est en métaphysique. Donc il n'y a pas question j'y crois pas. Ou en physique quantique. Exactement. C'est la même chose. Parce que Wuji, c'est la matrice qui tient tout. C'est le filet éthérique qui porte tout. Et qui donc, puisque le principe de la physique quantique, c'est que les choses se connectent les unes aux autres. Et elles permettent de donner des informations en cascade, ce qu'auraient dit les Indiens, les hindous dans leur loi du karma, une cause a son effet, qui a sa cause, qui devient l'effet d'une autre cause. Donc à l'infini, les choses s'enchaînent. Et elles sont donc connectées à l'infini. Wuji, physique quantique, on est sur le même principe. Karma, dharma, on est sur les mêmes principes, dit avec d'autres images. Donc là, on est en train de dire qu'il y a un continuum de temps. À un moment donné, il y a... Alors, dans ce continuum de temps, il y a une conscience universelle. Voilà, on baigne dans une conscience universelle. À un moment donné, il y a une conception d'un être humain qui va se faire. Au moment de la conception, disent les anciens chinois, il y a là déjà une perte de connexion, de la connexion à la conscience universelle. L'incarnation, on la paye. C'est-à-dire, déjà à la conception, perte de conscience universelle, et on va attendre la naissance. À la naissance, là, le chemin commence. Ils appellent Tao le chemin de retour vers cette conscience universelle. La vie est donc le chemin de retour. Et à la mort, ça y est de nouveau, on a accès à la conscience universelle. Donc, qu'est-ce que le chemin de retour? Qu'est-ce qu'est nos vies? Qu'est-ce qu'est le dharma, auraient dit les hindouistes d'un homme? C'est de retrouver cette conscience universelle dans notre quotidien. Par cet intermédiaire de Wuji, de Tao, de centre, d'infini. La voie, le chemin de la transformation, est donc de la naissance à la mort comme une proposition de se souvenir, de retrouver les principes universels dans le particulier. Nos vies sont particulières et trop particulières parce que l'ego, c'est totalement, pris par cette particularité que moi je, certes, infini, parce que le moi-je, il doit se refondre, se dissoudre dans une conscience universelle qui est largement
plus dilaté que ce qu'est la conscience naturelle d'un homme. Donc on a une réponse. Le chemin de la transformation, c'est la dilatation de la conscience. Partir d'une conscience égotique, moi-je, à une conscience universelle. Je retourne vers de là où je suis partie. C'est-à-dire que les origines sont derrière moi, mais elles sont devant moi, puisque de toute façon, je vais y retourner. Donc c'est totalement paradoxal. Si vous venez d'un endroit, vous allez me dire, je ne peux pas aller par là. Oui, je viens de cet endroit et je vais à cet endroit. Et en fait, les deux bouts sont les mêmes. J'appartiens à un tout, sans circonférence. Donc je peux me déplacer toujours avec cette recherche de l'universel. Donc le chemin de transformation serait en fait l'exercice de la dilatation de l'âme, de la dilatation de la conscience, pour sortir du particulier ou précisément réintégrer le particulier dans l'universel. Comment? Évidemment, ça c'est joli, hein, mais vous et moi, nous vivons dans le quotidien qui n'est pas si simple à connecter à l'universel. Par le jeu du yin et du yang, qui sont ces deux forces opposées et complémentaires, nous avons à comprendre que les choses, elles appartiennent à un tout et elles retournent à ce tout. Le yang représente le ciel, l'esprit, ce qu'il y a de plus léger, de plus lumineux. Le yin représente la matière, ce qu'il y a de plus lourd et de plus obscur. On dit masculin et féminin, non pas pour déprécier l'un ou l'autre, mais pour les rendre plus complémentaires. Parce que s'il n'y a pas de matrice, il n'y a pas de vie. Et s'il n'y a pas de semence, la matrice ne sert à rien. Il y a une vision complémentaire, permanente de l'un et de l'autre, qui n'ont pas de hiérarchie et qui permettent d'apprécier l'un à la juste valeur de l'autre. Alors je vous ai retrouvé une petite vidéo qui dure que 28 secondes, mais qui va vous permettre de comprendre que vraiment il ne faut pas s'attacher. On peut la passer? Ça, c'est l'hiver. On passe au printemps. Tu sors la petite flèche qui est au milieu, Mamadou? On passe à l'été. On passe à l'automne. On revient à l'hiver. Regardez les trigrammes au-dessus. L'hiver, 6 yin. Le printemps, le yang monte. Regardez, c'est ce qui se passe en ce moment. Le yang monte. L'été, tout sera yang, des traits pleins. Il fera chaud. L'automne, ça craquellera. Le yin poussera par-dessous. Vous voyez comment les petits traits s'ouvrent en haut? Et l'hiver, tout sera yin, froid et humide, obscur. Puis de nouveau, le printemps, regardez le yang qui monte, la force de vie qui monte. Et en même temps, regardez la boule blanche qui est yang, qui devient énorme. Puis, le yin va commencer à travailler par les fondements, le dessous du yang. Et comment la grosse boule noire va prendre le dessus en hiver. Le noir, c'est le yin. Le blanc, c'est le yang. Et les traits pleins sont le yang et les traits à moitié vides sont les yin. Et là, vous avez la loi de transformation. Vous voyez, et ça, personne ne peut l'arrêter. C'est le cycle de la vie, de la mort. C'est le cycle du plein, du vide.
c'est le cycle de la chaleur, de la froideur. Regardez, quand le yang monte, c'est irrésistible. Les bourgeons vont commencer à sortir, les oiseaux vont commencer à chanter. Ça y est, on est en plein dedans, là. Et puis on redescend. Et voyez comment ça se craquelle, la vie. Personne trop n'aime l'automne et l'hiver, n'est-ce pas? Parce qu'on craquelle de l'intérieur quelque chose qui avait l'air de solide, d'être solide, et qui en fait se défait de dedans. Mais heureusement, pour pouvoir se recréer à nouveau. Et on finit par regarder donc les trigrammes. Vous voyez que toujours ça se transforme par les fondements. Regardez, c'est toujours le trait d'en bas qui change et qui fait changer toute la structure. Les modifications sont profondes, sans quoi elles ne sont pas. Il n'y a pas de transformation possible à la surface. Les vraies transformations se font à l'intérieur de soi. Merci Mamadou. Alors, bon, je m'arrête là, si ce n'est que je voudrais faire un petit hommage à partir de là à ce qui a inspiré ce travail de recherche. Mes sources, c'est Alan Johnson qui a fait 3 tomes comme ça, et qui est une transcription en fait d'enseignement taoïste, qui est une vraie Bible. Et pour le travail sur soi et surtout l'expression du travail du corps, Durkheim, qui est merveilleusement bien décrit. Durkheim, et je vais finir là-dessus, nous parle du chemin de la métamorphose à travers son corps. Et il dit, tout travail, tout métier, tout art exige un entraînement pour que l'œuvre réussisse. Certes, nous le savons tous et chacun de nous à travers l'épreuve de l'existence, s'instruit et s'exerce, intégrant ses propres expériences. Cependant, on ignore le plus souvent que ceci est également valable pour la réussite de l'œuvre la plus importante de notre vie, la réalisation de notre être. Tout ce qui est vivant doit se développer en vue d'une réalisation. Il en va de même pour l'homme. Mais l'homme, lui, ne deviendra jamais ce qu'il doit devenir s'il n'y contribue pas par son effort. Il doit, oui, parce que quand on voit ces schémas de transformation, on se dit, bon, on n'a rien à faire, ça va se faire tout seul. Il doit se prendre, l'homme doit se prendre comme un ouvrage entre ses mains, s'exercer sans cesse en vue du plein accomplissement de cette œuvre qui est lui-même. Lui-même rejoignant le Tao. Et c'est là-dessus que je voudrais clôturer cet exposé. Qu'on a une chance inouïe, c'est d'avoir cette opportunité d'un quotidien et d'un corps au quotidien. Puisque tout ça, on peut l'exercer. Et Durkheim nous recommande, pour la pratique, dans notre manière de marcher, de se lever tout à l'heure, d'aller prendre le métro, dans notre manière de respirer, en écoutant la conférence ou en faisant sa cuisine, dans la tenue juste du corps, dans la juste tension en permanence. Nous, quand on entend ça, on se dit « Oh là là, et c'est quand qu'on se laisse aller ?» Mais jamais, parce qu'il y a une manière de se reposer en gardant une juste tension. Et nous, on oscille entre « je me laisse aller » et « je suis hyper stressée ». Voilà. Et là, on vous propose une voie où on n'est ni stressé, ni complètement avachi, mais en juste tension, dans le sens que la juste tension, c'est celle qu'il faut au moment où on est en train de vivre le moment. Et c'est ça qui est difficile, mais passionnant, parce que c'est un champ de recherche inouï.
Alors c'est un peu vers ça qu'on ira dimanche, dans l'exercice et les exercices que l'on va faire, pour se tester, s'observer, tantôt dans son corps comme dans sa calligraphie, pour se voir dans cette tension, dans ce rapport à soi, ce rapport au temps aussi. Parce que généralement, quand on se met à pratiquer, généralement, on ne voit pas le temps passer. Tous mes élèves, quand je leur dis, bon ben voilà, on va faire un stage d'une journée, de 2 jours, je dis, oh, une journée Ouhou, ça va être long. Oh, venez, vous verrez bien. Et en général, le résultat est acquis. Une journée, mais c'est trop court. On a le temps de rien. Oui, bien sûr. Le temps est modifié parce que on rentre dans le tissu de Wuji. Le yang dans le ciel, c'est le temps. Le yin dans la terre donne l'espace. Et donc en se situant toujours dans l'intermédiaire du ciel et de la terre, on s'associe en conscience au temps et à l'espace. Bien. On arrête là ?